Et si je vous disais que la chaleur du corps humain est mortelle pour certains insectes? Les boréidés sont si sensibles au changement de température que la chaleur de notre pomme suffit à les tuer sur le champ. Mais les boréidés ne sont pas les seules créatures dont la relation avec le froid peut être qualifiée de bizarre. Croyez-moi, c'est que le début. Imaginez cette scène. Il fait froid, il y a de la neige partout, et soudain vous voyez quelque chose en train de ramper sur la neige. Mais c'est quoi ça? Des fourmis? Non, ça ressemble pas à ça. C'est des minuscules créatures qui ne sont pas gênées par les basses températures et dont le nombre augmente chaque jour. Elles n'arrêtent pas de se multiplier. Et maintenant, il y en a tout un tas. On dirait qu'elles s'approchent des maisons. Ça ressemble à un film d'horreur, mais il s'agit en fait d'une histoire vraie qui s'est déroulée en février 2016 en Russie. Comment les gens ont réagi? Eh bien, vous réagiriez comment, vous? Une habitante a dit « Ça fait peur, ça fait très peur, on sait pas ce que c'est. Si au moins on savait ce que c'était, mais on sait pas ce que c'est. » En résumé, c'est très clair. C'est très clair que rien n'est clair. Bon, Steve et moi sommes allés au fond des choses. Ces petites créatures noires ressemblant à des fourmis ne sont ni des insectes, ni des arachnides, ni quoi que ce soit de ce genre. Ils appartiennent à une classe distincte, les antognates, et sont appelés colamboles ou puces des neiges. Les colamboles n'ont pas grand-chose en commun avec des puces, bien qu'ils possèdent également 3 paires de pattes. Ils ont les mêmes capacités de saut que les puces ordinaires, mais contrairement aux insectes, ils utilisent leur queue spéciale au lieu de puissantes pattes arrière. Lorsque la queue d'une puce des neiges se déploie, elle projette la créature sur de grandes distances, jusqu'à 5 cm, voire plus. Si ça ne vous semble pas impressionnant, considérez ceci. Un colambole ne mesure qu'environ 2 mm de long. Et oui, ils sont totalement inoffensifs pour les animaux de compagnie, car les puces des neiges ne s'intéressent pas au sang. Elles se nourrissent de manière organique en décomposition dans le sol. Une question se pose. Que font ces petites choses dans la neige et pourquoi elles sont si nombreuses? Les insectes et autres arthropodes ordinaires ne se comportent pas comme ça. Mais c'est parce qu'ils sont incapables de produire de l'antigel. Contrairement aux colamboles qui savent le faire. Les puces des neiges produisent une protéine riche en glycine qui empêche la formation de cristaux de glace. C'est ce qui leur permet de continuer à mâcher de la matière organique même par grand froid. Puisque j'ai mentionné que les insectes sont différents des colamboles, voyons ce qu'ils font en hiver. La plupart se comportent comme le font certains mammifères, c'est-à-dire qu'ils constituent un stock de ressources et hibernent. Chez les insectes, ce processus est appelé diapause. Ils trouvent une sorte d'abri contre le froid. Ils peuvent s'enfouir dans le sol, se cacher dans des troncs d'arbres ou sous des rochers. Puis ils ralentissent leur métabolisme et attendent qu'il fasse plus chaud. D'autres insectes, comme les larves de la pyrale du maïs, peuvent survivre à la surface en hiver. Elles n'ont aucune activité, mais elles peuvent se targuer d'une bonne résistance au froid. Des études ont montré que ces larves peuvent survivre même en étant refroidies à moins de 40 degrés Celsius pendant plusieurs minutes. Le moustique sans ailes de l'Antarctique, au nom complexe de Belgica antarctica, produit dans ses cellules une grande quantité de sucre qui abaisse le point de congélation des liquides. En prime, le moustique supporte le fait que le sol gelé qui l'entoure extirpe la quasi-totalité des gouttes d'eau de son corps. En bref, il peut subir une déshydratation extrême et survivre en Antarctique. D'ailleurs, c'est le plus grand animal purement terrestre qui vit sur ce continent. Pour être honnête, j'ai été surpris lorsque j'ai réalisé que l'Antarctique abritait également des insectes. Je veux dire, il fait très froid là-bas. Ils sont si petits et, fragiles. Mais vous savez ce qui est encore plus étrange? La quantité d'organismes qui peuvent vivre à une profondeur hallucinante. La mine Kidd au Canada est la mine de cuivre zinc la plus profonde du monde. Sa profondeur est de 3014,3 mètres, mais même à 2407 mètres sous la surface de la Terre, la mine grouille de vie. Dans le noir absolu, sous l'eau, dans un ancien réservoir qui n'a pas été perturbé depuis 2 milliards d'années. Les organismes unicellulaires locaux n'ont pas besoin d'oxygène car ils respirent des composés sulfurés. Ils n'ont pas besoin non plus de la lumière du soleil, mais se nourrissent des substances chimiques présentes dans la roche environnante. Et c'est qu'un endroit parmi d'autres, abritant de nombreux organismes uniques. Combien d'autres êtres vivants se cachent dans les profondeurs de la Terre? Il s'avère que les scientifiques en ont une petite idée. Une équipe de l'école polytechnique de Zurich a estimé que quelques 500 000 millions de trillions de cellules vivent dans les profondeurs de la Terre. Je pense que ce nombre n'inclut pas que les organismes unicellulaires. Mais écoutez ça, collectivement, ils pèsent
300 fois plus que tous les êtres humains réunis. Vous imaginez ça? J'arrivais pas à le croire moi-même au début. Une information exclusive, les scientifiques ont trouvé de la vie à la surface. Ce n'est pas une blague, je répète, il y a de la vie à la surface. Collectivement, les organismes de surface pèsent 300 fois moins que nous tous. Et si on y réfléchit, il n'y a rien de particulièrement surprenant à ce que divers organismes, dont les insectes, puissent survivre sous terre. Oui, j'ai dit que c'était bizarre, mais après tout, lorsque la température extérieure baisse, elle demeure relativement élevée et stable à l'intérieur. Les sources souterraines aident aussi beaucoup les créatures qui sont sous terre. Enfin, vous avez compris. Vous savez probablement que les insectes peuvent être très différents et qu'il faut donc des températures différentes pour les faire geler, disons, pour de bon. Une température d'environ moins 15 degrés Celsius suffit à anéantir la plupart des individus solitaires, à moins bien sûr qu'ils ne trouvent un abri. Une température de moins 35 degrés Celsius élimine presque tous les parasites contre lesquels se battent les agriculteurs. Pendant ce temps, les abeilles se sentent bien, même en cas de grand froid. Elles restent dans leur ruche et se blottissent les unes contre les autres, comme des manchots pour rester au chaud. Et elles consomment leur réserve de miel pour avoir encore plus chaud. Hemideina maori, un insecte qui ne vit qu'en Nouvelle-Zélande, est très bien adapté au gel. Comme beaucoup d'autres créatures endémiques, il a un certain nombre de caractéristiques. D'abord, il ressemble à un mélange entre une sauterelle et une abeille, quelque chose comme ça. Deuxièmement, il vit dans les montagnes, à plus de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est très haut. Enfin, cet insecte peut résister à plusieurs cycles de gel et de dégel et en sortir bien vivant. Cette créature reste immobile et entre dans un état d'animation suspendue durant lequel elle peut survivre jusqu'à 17 jours à une température d'environ moins 10 degrés Celsius. À des températures inférieures à moins 10 degrés Celsius, environ 85% de l'eau contenue dans son corps se cristallise, ce qui constitue l'une des plus fortes teneurs en glace connues pour un animal. Habituellement, si l'eau du corps gèle, ces cristaux détruisent les tissus qui les entourent. Il est presque impossible d'y survivre, mais Hemideina maori y parvient. Enfin, il demeure inactif pendant au moins 5 mois par an, mais c'est un détail. La capacité à éteindre son corps pendant un certain temps est une compétence étonnante dont nous, les humains, pourrions faire usage. Pas seulement parce que parfois, on a envie de passer la saison froide à dormir. Pensez au voyage dans l'espace. Il faut des années pour couvrir ces énormes distances, et la possibilité de mettre son corps en veille serait très utile. Des réalisateurs ont déjà tourné plusieurs films sur ce thème. Hélas, jusqu'à présent, ça reste une fiction. Les scientifiques ne parviennent pas à le mettre en pratique. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé trace chez l'homme des gènes spécifiques qui permettent l'hibernation chez certains animaux. Il n'existe aucun cas confirmé d'hibernation humaine naturelle. En bref, la seule chose que la science puisse nous offrir jusqu'à présent est l'hypothermie thérapeutique, une méthode permettant de refroidir le corps humain presque au point de congélation de l'eau. Le froid ralentit les fonctions cellulaires et cérébrales et protège le corps du patient après certaines opérations. En général, la personne est refroidie pendant 1 jour ou 2, bien qu'une femme en Chine ait été maintenue dans un état de refroidissement pendant 2 semaines pour permettre à son cerveau de guérir après une blessure. La femme s'est complètement rétablie et a repris sa vie quotidienne, mais c'est pas suffisant pour être considéré comme une véritable hibernation humaine. Peut-être que l'évolution ne nous aimait pas assez pour nous donner la capacité de nous endormir pendant une longue période. Cependant, les termites n'y ont pas eu droit non plus, mais au lieu de simplement mourir lorsque le froid s'installe, ce qui ferait probablement le bonheur de beaucoup de gens, les termites ont appris à chercher des abris chauds et fiables. Ils s'enfouissent généralement dans le sol et continuent de faire ce qu'ils ont toujours fait, chercher de la nourriture. Mais le froid peut tuer les termites s'ils sortent à la surface. C'est pourquoi ils ont appris à créer des tubes d'exploration à partir de boue et d'excréments. C'est un peu comme des passages piétons aériens. D'ailleurs, ils utilisent la même stratégie pour entrer dans nos maisons quand leurs parties en bois ne sont pas suffisamment près du sol. Imaginez, pour les termites, une maison humaine ressemble à un paradis bien chaud avec des tonnes de nourriture. Les termites aiment tellement manger qu'ils peuvent détruire une maison en 3 mois. Une histoire de ce genre s'est produite en septembre 2020. Une jeune famille a acheté une maison pour 610 000 €. L'inspecteur en bâtiment leur a assuré que tout allait bien. Mais 3 mois plus tard, lorsque la famille a emménagé dans la maison, des termites ont commencé à sortir de partout, même des prises de courant.
L'ensemble du bâtiment était infesté de termites, y compris les poutres porteuses, et il était tout bonnement dangereux de rester à l'intérieur. Leur seule option était de démolir complètement la maison. Mais vous savez, les termites ne sont pas la pire chose qui soit. Même s'ils détruisent nos maisons et remportent des prises, il existe des vers qui sommeillent depuis 42 000 ans. Et ils ont certainement un méchant mal de crâne. Ces nématodes, de minuscules vers qui vivent dans le sol, sont gelés depuis le Pléistocène. Je veux dire qu'ils étaient vivants à l'époque des mammouths, puis ils sont entrés dans une très longue hibernation et un jour, ils ont été prélevés par des scientifiques. Prélevés et réveillés. Sérieusement, 2 espèces de ces vers ont été réanimées avec succès. Selon l'étude, après avoir décongelé les vers, les chercheurs les ont vus bouger et manger, comme s'ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui s'était passé. Pourquoi je dis que c'est effrayant ? Imaginez, il y a 42 000 ans, notre planète était très différente, avec des virus différents et des maladies pour lesquelles l'homme moderne n'a peut-être tout simplement pas de remède. Je veux dire, bien sûr, c'est très cool de faire revivre quelque chose d'aussi ancien et de l'étudier à fond, mais... Et c'est même pas le point le plus important. Apparemment, c'est le dégel du pergélisol qui a permis aux scientifiques de trouver ces nématodes. De nombreux chercheurs pensent que la hausse des températures pourrait également donner une nouvelle vie à des microbes dormants. Plus la glace fondra, plus le risque sera grand qu'un virus venu des temps anciens se propage jusqu'à nous qui pourrait causer une maladie mortelle. Ou plusieurs. À propos, l'un des scientifiques qui partage ce point de vue est le docteur Dennis Carroll, qui a été appelé « l'homme qui a vu venir la pandémie ». Alors, on devrait peut-être être plus prudent. À plus.